Indiens, etc. Et là, le peuplement, sur de vastes régions, c'est fait par des Européens. C'est-à-dire, c'est le cas des États-Unis, du Canada, de l'Australie et d'une grande partie de l'Amérique latine. Sauf les régions montagneuses où, après le choc viral, on a eu une population qui progressivement s'est redressée. Et le paradoxe de ces colonisations qui procèdent en fait d'un génocide, et je crois qu'il vaudrait mieux le dire carrément, là, bon, c'est que c'est devenu les sociétés les plus démocratiques. C'est-à-dire que les États-Unis ont eu une des toutes premières sociétés démocratiques, et la même chose pour l'Australie, la même chose pour la Nouvelle-Zélande, et en fait pour le Canada. C'est bien que la situation paradoxale, si vous voulez, est que les pires formes de conquête se sont soldées, il n'y a pas de moralité dans l'histoire, par le fait qu'il s'agit des sociétés devenues très tôt, dès le début du XIXe siècle, aux États-Unis, démocratiques, ce qui n'était pas le cas pour l'Amérique latine. Là, les choses sont passées plus. Je vois que le temps passe, je veux vous parler brièvement après avoir posé ça très rapidement, on y reviendra si vous voulez, des post-colonial studies. Parce qu'à l'heure actuelle, on a affaire à une offensive intellectuelle qui ne vient pas des Américains. Les Américains, le post-colonial studies, ça fait 30 ans que ça a démarré. Et disons qu'aux États-Unis même, c'est en train de... Voilà. C'est en train de... Mais vous avez une offensive de la part de toute une série d'intellectuels qui, en France, pensent que c'est en imitant, en s'inspirant de ce qui se fait sur les post-colonial studies aux États-Unis, qu'on pourra, comme je disais, essayer de mieux comprendre ce qui se passe en France. Alors, je me réfère à ce livre qui s'appelle, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est publié par une dame qui est spécialiste jusque-là des relations internationales, qui s'appelle Marie-Claude Smooth, qui s'est dépêchée, c'est un véritable tour de force, puisque le colloque c'est du mois de mai 2006, et que le livre est paru fin 2006. Donc c'est un travail, et vous avez 480 pages avec l'index. Il y a une préface, d'abord, je présume, d'un anthropologue ancien, mais qui continue de causer de lui surtout. Je suis un peu méchant, mais il s'appelle Georges Ballandier, et qui considère que la situation coloniale, il connaît bien. Effectivement, dans les années 50, il a travaillé en Afrique centrale, il a publié un livre très intéressant qui s'appelle L'Afrique ambiguë. L'Afrique ambiguë. C'est-à-dire qu'il montre que le phénomène de colonisation, c'est pas seulement l'établissement d'un pouvoir politique par une petite minorité d'Européens sur une population autochtone ou indigène qui, elle, n'a pas de pouvoir politique qui puisse concurrencer, qui puisse discuter celui des Européens. Et il dit, il y a toute une série d'idées, d'habitudes, etc., etc. Et au fond, il a cette phrase qui aujourd'hui est très mode, c'est que la société coloniale et la société colonisée, alors lui, il emploie société coloniale pour dire société colonisatrice. Ce que fait Mme Smooth aussi. Ce qui fait qu'on comprend, à un certain moment, on ne comprend plus très bien. Mais que la société coloniale, c'est-à-dire des colonisateurs, et celle, la société colonisée, dit Ballandier, s'interpénètrent. S'interpénètrent, c'est tout pareil, etc. À l'époque, ça, on me dit ça, très bien, mais enfin, on était encore pas. On commençait à envisager que peut-être le général de Gaulle, arrivé au pouvoir, mettrait fin à l'Union française. Bon.
Mais Madame Smoot reprend ça longuement, et développe une idée comme quoi, au fond, les sociétés colonisées et les sociétés colonisatrices, c'est moi qui emploie le mot colonisatrice puisqu'elle dit les sociétés coloniales, au fond se terminent. Hein, mais toujours avec des rapports de domination, d'aliénation, etc. Et on en arrive à cette idée que, alors elle le dit clairement, Balandier ne le dit pas clairement, c'est que le poste qui a été utilisé aux États-Unis, je vais vous dire comment, pourquoi, ce poste n'a aucune signification de postériorité dans le temps. Je me suis plongé dans le dictionnaire, j'ai été voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça voulait dire carrément poste. Bien. Et dans tous les cas, c'est soit ce qui vient dans le temps après, hein, soit, si c'est dans l'espace, c'est ce qui est derrière, hein, le postérieur. Bon. Mais, c'était pas dans le dictionnaire. Mais, il n'y a aucune version, hein, qui signifierait que ça veut dire tout autre chose. Alors, j'ai apporté, je vous fais une petite étude, hein, et Marie-Claude Smoot dans son introduction, et au fond, tout le reste l'accréditera, bon, dit-elle, page 32, le mot postcolonial traduit cet enchevêtrement des temps et des territoires. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas la peine de s'occuper de ce qui s'est passé avant, après et où. Hein. Bien. Le poste ne renvoie pas à une notion de séquence avec un avant et un après. C'est elle qui dit ça. Hein. Il englobe toutes les phases de la colonisation, le temps des empires, le temps des indépendances, la personne qui a suivi ces indépendances, le temps d'aujourd'hui. Il exprime également un au-delà qui est à la fois une résistance, une visée, une espérance. Vous voyez, c'est chiant. Et résistance aux représentations étouffantes de l'autre. Alors là, j'attire votre attention, c'est qu'on glisse vers un discours d'individu à individu. Hein. Vous allez voir apparaître le moi et le soi. Alors, résistance aux représentations étouffantes de l'autre, comme semblable ou inférieur. Visée de représenter les expériences historiques, fondée sur la domination pour les reformuler en une histoire partagée, espérance d'une reconnaissance réciproque, redonnant à chacun son histoire, sa culture et sa dignité. Et, paragraphe suivant, mais je précise encore, le post-colonial est une approche, virgule, une manière de poser les problèmes, virgule, une démarche critique qui s'intéresse aux conditions de la production culturelle des savoirs sur soi et sur l'autre. Vous voyez, on est passé au niveau de l'individu. Et à la capacité d'initiative et d'action des opprimés dans un contexte de domination hégémonique. Bien. Par conséquent, vous voyez, alors si vous tenez compte du fait que ce qui a été écrit, ce à quoi on se réfère comme théoricien du post-colonial, c'est dans le cadre d'une méthode d'analyse critique littéraire, où il est, dans un roman, il est tout à fait logique que ce soit un héros qui parle et qui parle à un autre, hein, et qu'il y ait des relations de l'individu masculin, du féminin, etc. Mais ce que je comprendrais très bien, hein, le danger, c'est de transférer ce flou, si vous voulez, où on ne distingue ni avant ni après au milieu, comme une méthode d'analyse d'une situation. Et ce que je reproche principalement à Mme Smoot, c'est d'avoir appelé ça la situation postcoloniale. Ça devrait être, à l'extrême limite, les situations, parce qu'elles sont très différentes, puisque, au fond, elle ne le dit pas clairement, mais ça fonctionne, le postcolonial devrait fonctionner aussi bien dans des sociétés qui ont été colonisatrices. Je dirais pour ma part qu'il n'y a pas de société qui ont été colonisatrices dans leur ensemble. C'est des tout petits groupes qui sont partis. Les conquêtes coloniales se sont faites avec des tout petits groupes d'individus. Hein. Il n'y a pas